Bonjour, merci de votre patience. Désolé de vous avoir fait attendre. On avait déjà commencé la séance pensant que l'image était streamée, mais en fait non, donc on recommence une deuxième fois. Donc merci d'être là avec nous à cette heure un peu tôt dans l'après-midi pour la situation de couvre-feu, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, je suis en présence d'Isabelle Chinot qui va nous parler de la thématique prendre soin. Donc merci Isabelle d'être parmi nous et tout d'abord merci à l'ISDAT de nous accueillir sur le plateau média, donc l'ISDAT qui est l'Institut supérieur des arts de Toulouse. Donc c'est une conférence qui s'inscrit dans le cycle qu'on fait ensemble avec l'ISDAT depuis quelques années maintenant. Donc comme on a pris beaucoup de retard, du coup, je vais présenter très rapidement Isabelle Chinot et lui laisser la parole. Et vous pouvez à tout moment mettre des commentaires sur la section chat. Voilà, je suivrai vos questions et à la fin, voilà, je reviendrai dessus pour pouvoir échanger avec vous et avec Isabelle. Donc Isabelle Chinot est cofondatrice de M, association d'individus en mouvement engagé, dont fait partie la chorégraphe Julie Nioche, qui est notre artiste associée à la place de la danse. Isabelle est praticienne Feldenkrais, spécialisée dans l'analyse des œuvres chorégraphiques. Elle développe des recherches basées sur les pratiques somatiques et dansées auprès des publics dits fragiles. Elle collabore sur des projets artistiques en lien avec une approche somatique du regard spectateur. Donc si tout ça vous paraît un peu théorique, n'hésitez pas à poser des questions pour à la fin de la conférence. Elle développe par ailleurs des recherches sur la mise en scène des figures faibles avec des amateurs, amatrices, des danseurs et danseuses seniors dans le milieu du handicap, etc. Elle est professeure également au département danse de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Elle est membre fondateur du groupe Soma et Po au sein du laboratoire Musique-Danse. Côté publication, vous pouvez retrouver Penser les somatiques avec Feldenkrais à l'édition Entretemps. Elle a co-dirigé également avec Marie Bardet et Joanne Clavel Écosomatique, Penser l'écologie depuis le geste aux éditions Deuxième Époque. Voilà, ce sont des ouvrages qui sont à disposition dans notre centre de documentation à la place de la danse. Et dernièrement, elle vient de publier avec Philippe Guisgan Analyser les œuvres en danse aux éditions du CND. Donc aujourd'hui, avec le titre Prendre soin, donc on va approcher les questions comme que peut faire la danse avec les corps fragiles. Et je vais laisser Isabelle développer cette thématique-là. Donc Isabelle, à toi. Bien, merci beaucoup Petso et merci à l'édifice technologique qui nous permet d'être là aujourd'hui malgré les diverses contraintes. Je ne parlerai pas, malgré le titre de cette conférence, je ne parlerai pas de la crise sanitaire. J'aimerais qu'on puisse parler d'autre chose aujourd'hui, mais sans doute que des échos se feront entendre et qu'on pourra aller plus loin peut-être si on a du temps pour de la discussion. Prendre soin, donc, danser avec la vulnérabilité et avec ses institutions, qui est le titre que j'avais proposé lorsque j'avais reçu cette invitation. Et j'ai conçu cette conférence plutôt que comme une conférence stricto sensu, comme une sorte de déambulation avec ou à travers les multiples tensions que j'appellerais micropolitiques qui occupent cet espace symbolique du prendre soin, en particulier dans le champ de la danse, danse et soins et danse en institution. Le prendre soin dont je voudrais parler, donc, est celui qui demande d'accepter de se laisser affecter, de se laisser traverser par les situations, afin de défaire un peu certaines postures de l'artiste, de la chercheuse, de la médiatrice culturelle, de la directrice d'établissement. Et pour ces déambulations, je serai accompagnée invisiblement et parfois visiblement de quelques-uns et quelques-unes de ceux qui nourrissent ces réflexions que je porte ici seule, mais qui sont vraiment des réflexions et des pratiques collectives. D'abord ceux de l'association M que Petso a mentionné et ses multiples projets et multiples artistes. Julie Nioche en particulier, qui est associée à la place de la danse, qui est la chorégraphe principale de M, mais aussi de nombreux danseurs, artistes, praticiens somatiques,
En particulier, je nommerai Milena Gilabert, dont les pratiques nous inspirent largement. Et puis, parmi les projets de M en cours, si j'arrive jusque-là, j'espère mentionner tout particulièrement un projet qui est actuellement en cours, suspendu par le Covid pour l'instant, qui s'appelle Sponge et qui est un projet en IME de M dans plusieurs IME autour de Brétigny-sur-Orge. Je serai aussi accompagnée de Marina Ledrin, qui est une artiste plasticienne qui conduit à l'hôpital Robert Ballanger, donc en Seine-Saint-Denis, un projet au long cours de co-création et de co-recherche avec des patients. Et j'espère aussi arriver à revenir jusqu'à ces notions de co-création et co-recherche. Je serai aussi accompagnée de quelqu'un avec qui j'ai eu peu d'occasion de travailler, mais qui est quelqu'un de très important dans ce champ de travail, qui est Thierry Thionyang, danseur et chorégraphe, qui depuis très longtemps travaille avec de nombreux établissements, mais aussi de nombreux partenaires danseurs habitant ces établissements. Et ici, on voit une jeune fille de 90 ans, qui est un film que je me suis permis de citer pour cette conférence, et qui est un film de Valeria Tedeschi, qui est un film public qui circule, qu'on peut voir, qui est un long métrage. Je suis accompagnée aussi de quelqu'un qui a écrit un livre très important pour moi et pour d'autres, qui s'appelle Pascal Molinier. Le livre s'appelle « Le travail du Caire ». Il n'a rien à voir ni avec la danse, ni avec le travail de l'art. Mais il est très important pour comprendre ce qui se passe quand on est artiste et qu'on rentre dans un établissement de soins, quel qu'il soit. Je suis enfin accompagnée par un numéro qui vient de sortir, de la revue Repère Cahiers de danse, et qui s'intitule « Danse et soins », dans lequel Julie Ignoche et moi avons rédigé un article qui inspire aussi beaucoup de ces propos. Je vous inviterai maintenant pour quelques minutes à fermer les yeux et à écouter résonner ces mots, prendre soin. Lorsque vous entendez ces mots, prendre soin, que voyez-vous derrière vos yeux fermés? Que sentez-vous? Quelles sont les situations qui surgissent? Est-ce que vous en êtes parti ou est-ce que vous regardez de l'extérieur? Est-ce que vous voyez des gestes? Est-ce que vous sentez des gestes? Est-ce que vous voyez des personnes, des lieux? Est-ce que vous sentez des états particuliers? Est-ce que vous évoquez des situations personnelles que vous avez vécues, ou des situations professionnelles, ou des situations médiatiques dont vous avez entendu parler? Et qu'est-ce que ça change si vous pensez danse et soins? Non pas prendre soin, mais danse et soins. Le terme de soin contient de nombreux implicites. On pense à des médecins, on pense à des corps, on pense à des médicaments. Ou bien on pense compassion, on pense sauveur ou victime. On pense guérison, on pense accompagnement. La danse elle-même est encore surchargée de complexité. D'une part, elle reste porteuse d'une mythologie de corps virtuoses, magnifiques, puissants et guerriers, qui semblent ne rien pouvoir partager avec les corps supposés fragiles, blessés et empêchés. Mais d'autre part,
elle est aussi supposée avoir tout en commun, d'une certaine façon, avec le monde du soin, puisque le champ du soin serait peut-être celui qui s'occupe du corps. Et donc, la danse serait à la fois ce qu'il y a de plus loin du soin et en même temps ce qu'il y a de plus commun avec le soin, puisque l'un et l'autre s'occuperaient du corps. Le soin dont je veux parler ici, et le champ de danse et soins plus particulièrement, sera donc celui qui s'exerce dans ce que je vais appeler un peu trop globalement les institutions soignantes, c'est-à-dire des institutions que nos mondes ont construites pour mettre à distance certains vivants jugés différents de la norme, c'est-à-dire tous ceux qui n'atteignent pas les normes de productivité imposées à tous. Je parle donc ici des très nombreux projets artistiques qui s'inventent spécifiquement à destination de ces institutions. Pour en parler, pour les penser, il faut d'abord reconnaître deux choses qui sont peut-être douloureuses, mais qui sont aussi souvent impensées et peu nommées. D'abord, ceux qui conçoivent ces projets artistiques, les artistes bien sûr, mais aussi les médiateurs, les directeurs d'établissements soignants, les concepteurs de diverses politiques culturelles, ceux qui décident des attributions de moyens, tous conçoivent ces projets à partir d'un désir ou d'une croyance qui veut qu'il y ait du commun et que l'art en particulier relève de ce commun. Il s'agirait donc de faire un art comme commun. Mais il ne faudrait pas oublier que cette croyance dans un commun de l'art, ou cette croyance dans un art comme bien commun, est d'abord fondée sur une séparation, sur un monde où certains sont relégués dans des espaces qui ne sont pas communs. Ces exclus, ce sont tous ceux qui ne répondent pas aux normes de plus en plus vertigineuses de productivité. Les enfants ascolaires, les adultes dits handicapés, les marginalisés sociaux, les trop âgés, les malades chroniques, les trop fragiles, etc. Notre art du commun repose ainsi sur l'idée qu'il est normal ou naturel qu'on ne vive pas ensemble et mélangés. Nous, les actifs, les productifs, et eux, les autres, les improductifs. C'est donc de cela qu'il sera question. Comment nous créons, nous formons des projets artistiques fondés sur cette violence fondamentale, de la mise à l'écart de certains, des valeurs inégales des vies et des vivants. Institution soignante signifiera donc l'immense diversité de ces anormaux et la diversité des institutions qui les, selon le terme consacré, prennent en charge. Médicales, médico-sociales, éducatives, médico-éducatives, judiciaires, etc. Les hôpitaux, les EHPAD, les IME pour Instituts médico-éducatifs, les IMPRO pour Instituts médico-professionnels, les IME formation professionnelle, les foyers pour adultes handicapés, les MAS pour maisons d'accueil spécialisées, les IEM, Instituts d'éducation motrice, les CEF, centres éducatifs fermés, les foyers d'accueil médicalisés, etc., etc. Dans un souci d'optimisme, je n'ai pas mis l'école dans cette liste. Il s'agit donc de faire des projets artistiques pour lesquels il s'agit de sortir des normaux, du monde des normaux, et entrer dans le monde des autres. Inventer des projets spécifiques pour ces espaces fermés, plus ou moins fermés, mais généralement fermés, cela signifie donc de s'extraire du monde normal de la danse, ou de l'art, ou de la culture. Ces espaces spécialisés et adaptés aux pratiques, ces studios, ces théâtres, ces publics avertis, l'entre-soi professionnel du milieu, les présupposés communs au métier, les compétences et les usages partagés et implicites qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, les valeurs et les modes de reconnaissance dominants,
les modes de financement propres à la culture, etc., etc. Il s'agit donc de sortir de ce monde-là pour aller dans le monde que j'appellerai encore une fois des anormaux, où les pratiques deviennent un ensemble bien plus large, bien plus diversifié et hétérogène. Peut-être on fera des spectacles ou des performances comme dans le monde légitime de l'art, mais on le fera au sein d'espaces inhabituels et non spécialisés, pour des publics qui ne sont pas cultivés ou dits compétents, avec des partenaires et des collaborateurs qui ne partagent pas notre culture de l'art. Il faudra travailler avec eux, voire avec eux dont les idées sur l'art n'ont rien en commun avec notre art du commun, qu'on essaye de leur apporter. Et surtout, ou en tout cas de plus, avec des usages professionnels, des réglementations professionnelles, des rythmes, des hiérarchies totalement différents. Mais on sera aussi amené à faire de l'art en donnant des ateliers, en les donnant à qui? Aux usagers, à la hiérarchie, aux équipes soignantes. Il faudra inventer des pratiques accessibles à tous. Il faudra faire avec les rythmes, les espaces, les horaires, les contraintes corporelles ou cognitives. Peut-être on créera des spectacles pour eux ou et avec eux. Pour cela, on répondra à des modes de financement spécialisés, par exemple culture et santé, culture et lien social, culture et handicap, et bien d'autres. On répondra donc à des formes d'injonction faites aux artistes de aussi faire du social avec les politiques culturelles. Mais il faudra aussi renoncer à la reconnaissance et à la légitimité qui sont accordées aux seuls projets artistiques normaux, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits dans le monde légitime de la culture. Autrement dit, il faudra à la fois inventer toute une façon de travailler avec des partenaires qui eux aussi ont besoin d'inventer comment travailler avec nous. Nous sommes plus ou moins tous contraints de le faire. Et en même temps, ces projets qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'inventions, qui sont très coûteux en énergie et en affect, sont aussi ceux qui sont les moins valorisés et légitimement au sein du monde de la culture. Dans ces contextes d'institution, la partie danser avec les vulnérables, c'est-à-dire ce moment de danse dont on croit que c'est le cœur du projet, où on va danser avec les personnes âgées d'un EHPAD, où on va danser avec les personnes en situation de handicap d'un foyer de vie, ou avec les enfants non scolarisés en milieu ordinaire. Cette partie-là, dont on pense qu'elle est le cœur du projet, elle est souvent une partie très infime du travail. La partie principale consiste souvent à entrer dans ces forteresses institutionnelles, d'aller à la rencontre d'abord de leurs gardiens, leurs directeurs, leurs directrices, leurs cadres, leurs animateurs, leurs chargés de l'animation, mais aussi des équipes. Et cette rencontre, cette entrée, le plus souvent, constitue la plus grosse partie du travail et aussi, le plus souvent, me semble-t-il, la plus impensée. Julie Perrin écrit à propos de ce qu'elle appelle la chorégraphie située. J'appelle chorégraphie située l'ensemble de ces œuvres qui font du lieu et plus généralement de la situation le ressort de leur démarche chorégraphique. Ces œuvres se détournent le plus souvent des dispositifs spectaculaires habituels qui mettent face à face un événement et son public. Elles mettent en place des situations collectives qui font dialoguer avec le contexte dans lequel on se trouve. Julie Perrin parle là de chorégraphie située, donc plutôt de création d'œuvres qui se font pas nécessairement et même plutôt rarement dans des institutions soignantes.
Mais c'est avec ce terme de chorégraphie située, ou plutôt de projet artistique situé ou alter-situé, qu'il me semble qu'il faut penser ce qu'on entend par les projets artistiques en institution soignante. Il s'agit donc d'accorder l'attention à l'ensemble de la situation et donc de repenser les contours et le périmètre du projet. Il ne s'agit pas de danser avec ou de danser pour des usagers d'une institution, mais il s'agit de danser avec et dans une situation. Cette situation, elle est composée d'abord d'espaces matériels. Mais on aurait tort de penser que ces espaces sont vides. Ils sont d'abord évidemment habités. Mais ils sont surtout médicalisés, réglementés. Pardon. Ils sont aussi imprégnés, les vies des habitants sont aussi imprégnées par la maladie, les médicaments et le pouvoir médical. Pouvoir médical parfois visible, mais très souvent fondamentalement invisible. Pardon. En psychiatrie, on n'a pas quand même une panoplie immense de médicaments. On a des médicaments antipsychotiques, on a des médicaments antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Depuis le temps que je fais de la psychiatrie, il y a quand même eu une évolution au sens où il y a des molécules beaucoup mieux tolérées, qu'on appelle les antipsychotiques de deuxième génération, qui ont beaucoup moins d'effets secondaires. Et puis il y a des formes injectables à action prolongée qui sont aussi beaucoup mieux tolérées. Et puis dernièrement, il y a cette forme qui va pouvoir se donner tous les 3 mois, ce qui simplifie les choses pour les patients.
Des vies donc imprégnées par la maladie et les traitements, et la pensée médicale au sens large, ou éducative, ou judiciaire, mais aussi et surtout des vies à différentes valeurs. Ces espaces, au-delà de leur dimension matérielle, spatiale, architecturale, mobilière, et de leur rythme, sont aussi traversés et envahis par des rapports hiérarchiques, un amoncellement de réglementations, de rotation d'équipe, de privation de pouvoir d'agir, qui ne concernent pas que les usagers. Pascale Molinier en parle ainsi, à propos de ce qu'elle appelle l'indifférence blanche. Les rapports de domination reposent ainsi sur un paradoxe: l'ignorance des dominants et la connaissance des dominés. Cette ignorance blanche, John Tronto, qui est une des premières fondatrices du courant des études sur le CARE, John Tronto donc l'a reformulée comme l'indifférence des privilégiés. Dans cette perspective des dominants, toutes les vies, tous les individus n'ont pas la même valeur. Et cette valeur s'exprime en intensité de présence dans le champ perceptif. En intensité de présence dans le champ perceptif. Les travailleuses du CARE ne sont pas du tout invisibles. Il suffit de vouloir regarder pour les voir. Mais elles ne sont pas vues et leur point de vue ne compte pas. Dans une société démocratique comme la nôtre, le discours de l'égalité coexiste avec des pratiques délibérées de l'indifférence et une indifférence délibérée à ces pratiques. Les personnes qui sont indifférenciées dans le regard des privilégiés, c'est-à-dire de ceux ou celles qui profitent de leur travail, sont absorbées dans une masse d'individus et d'individueux agglutinés et inexprimés dans les catégories de la démocratie. Des femmes pauvres d'origine étrangère, dont pour la plupart la couleur de peau n'est pas perçue comme blanche et qui, à partir de là, ne sont pas non plus, quel que soit leur passeport, perçues comme des Françaises, des gens qui ne comptent pas. Donc quand on entre dans un établissement comme un EHPAD, c'est peu ou prou un EHPAD ou la plupart des hôpitaux, des lieux de soins, peu ou prou, c'est avec cette indifférence blanche, c'est avec cette inégalité de valeur des vies et des vivants qui habitent ces institutions qu'il va falloir danser. Dans ces institutions, les personnes sont quadrillées, hiérarchisées, en groupes multiples. Les patients, les usagers, les élèves, les détenus, les vieillards, les enfants, les handicapés, mais aussi les soignants, les éducateurs, les hôteliers, les agents d'entretien, les cadres, les intervenants de passage. Je les nommerai tous conjointement les habitants. Les habitants de l'institution, d'abord, pour tenter d'échapper un peu à ces implacables différences. Ensuite, parce que tous nos projets s'adressent ou devraient s'adresser à la fois aux uns, les professionnels, et aux autres, les usagers. Enfin, parce que la précarité et la vulnérabilité qui frappent les usagers n'épargnent pas les professionnels. Il faut rappeler que quand on parle de soignants dans ces établissements, la plupart du temps, ce qu'on entend par soignants, ce sont seulement les personnes qui sont au contact quotidien avec les usagers, en particulier les personnes âgées dans les EHPAD. Et que donc, quand on parle de médecins ou même d'infirmières, on n'emploiera pas le terme de soignant. Donc, lorsque nous entrons dans ces espaces, pour y faire de l'art, d'abord, il faut se rappeler que nous y sommes déjà allés, sans doute même de nombreuses fois. Peut-être, pourtant, dans d'autres espaces que ceux où nous allons intervenir. Nous avons rempli des dossiers, nous avons obtenu des autorisations, nous avons obtenu des subventions et des autorisations. Nous avons multiplié des réunions dites de co-construction avec les partenaires, qui sont souvent multiples, avec la direction de l'établissement, avec les cadres des services, avec les tutelles.
Nous avons parlé entre cadres, Nous avons parlé entre cadres, des résidents et des soignants. Nous en avons parlé sans eux. Et souvent, quand nous entrons pour commencer ce que nous considérons comme le début du projet, nous n'avons pas encore parlé avec eux. Ainsi, de même que les espaces physiques sont loin de montrer la multiplication des espaces symboliques, hiérarchiques, législatifs, réglementaires et usuels qui font partie de l'espace, de même, les temporalités sont démultipliées. Le projet ne commence pas lorsque nous passons les portes et leurs serrures et leurs codes pour donner un premier atelier, mais bien avant et bien ailleurs. Le rythme que nous avons projeté pour notre projet fait intrusion dans d'autres rythmes. Et il n'est pas rare que le projet artistique devienne massivement une guerre des territoires et une guerre du temps. Le temps accordé, le temps volé, le temps repris, le temps mis en conflit. Le temps du projet et le temps des autres. Julie Nioche raconte à propos d'un projet récent. Les équipes qui sont là quand commence le projet ne sont pas celles avec qui on a passé des heures de réunions de co-construction. On avait exigé dans ces co-constructions de passer par des pratiques pour que chacun et chacune comprennent par l'expérience quelle est la nature de ce qu'on va faire. Mais ceux et celles qui ont participé n'étaient plus là quand on a commencé avec les enfants. Et aussi, n'occupaient pas des fonctions suffisamment proches des enfants pour anticiper sur ce qui serait possible. Ils n'avaient aucune idée de ce que nous entendons par un espace accueillant pour la danse. Pascal Molinier écrit encore dans le travail du Caire. Combien de temps faudra-t-il pour entendre la voix des soignantes en gériatrie? Comment combattre la condescendance qui voudrait que les catégories sociales inférieures fassent preuve d'une éthique moindre et moins raffinée que les catégories supérieures instruites? Je veux montrer que les soignantes ne sont pas des figurantes, mais des actrices de premier plan dans le processus de l'éthique du Caire. Pascal Molinier ne parle pas du tout d'art et encore moins de danse dans son livre, mais les questions qu'elle pose sont des questions cruciales, me semble-t-il, pour penser ce que c'est qu'un artiste qui arrive dans un établissement, un artiste ou un groupe d'artistes. Et il me semble essentiel de comprendre non seulement qu'un projet ne peut pas s'adresser à des résidents sans s'adresser à l'ensemble des habitants, mais aussi que les relations entre les différents groupes d'habitants sont des relations déjà fortement minées, et que si on veut faire un projet artistique, c'est avec l'ensemble, c'est réellement avec l'ensemble des habitants qu'il faut le faire, bien plus que faire un projet artistique de l'artiste. Pascal Molinier donc ne parle pas d'art, mais elle écrit toujours dans le même livre. Les unes pensent que les personnes âgées aiment manger de la pâtisserie et chanter des chansons, voire échanger des blagues grivoises. Pratiquer ce type d'interaction, voilà ce qu'elles considèrent comme un traitement respectueux. D'autres pensent que les personnes âgées ont besoin d'expression créative et de détente, d'art-thérapie ou de tai chi, et qu'il ne faut pas trop les exciter. Il est probable que dans leur horizon culturel, manger des crêpes n'est pas suffisant pour vivre la vie d'une personne à part entière, tandis que les premières se gaussent de ces activités qu'elles jugent ridiculement sophistiquées pour des gens qui, par ailleurs, mangent les pions du loto. Les unes pensent qu'il faut en permanence exercer une pression morale, reprendre, redresser, installer convenablement. Beaucoup d'efforts sont déployés dans les maisons de retraite, souvent sous l'injonction des familles, pour que les pensionnaires âgés ressemblent à ce qu'elles ne sont pas, des personnes normales. C'est donc, me semble-t-il, dans cette épaisseur, dans ces espaces complexes et dans ces espaces aussi où la vie n'attend pas les artistes
grandir dans tous les interstices. C'est dans ces espaces qu'on arrive quand on est artiste, et il faut donc bien le penser dans cette complexité. Il faut donc se demander comment arriver là. Nous, artistes, chercheurs, médiateurs, qui sommes là en général parce que nous revendiquons de ne pas faire partie d'une ou de ne pas pardon. Nous sommes critiques d'un art qui serait élitiste et spécialisé. C'est parce que nous voulons un art qui se mélange avec le monde que nous allons dans ces institutions. Et pourtant, la logique du projet artistique en institution s'appuie absolument sur une rhétorique de l'exception. Ce sont des temps forts qui font rupture dans les routines de la structure. Les équipes permanentes doivent aménager des espaces et des temps pour nous faire de la place. Elles n'y parviennent pas toujours. Ou bien, c'est au prix fort pour elles. Comment faire pour que cette dimension d'exception ne tourne pas à la construction d'une nouvelle tour d'ivoire, alors que l'urgence est à la reconquête d'un en commun? Comment faire pour que nos interventions ne viennent pas consolider les hiérarchies entre les différentes tâches, plus ou moins d'élite, plus ou moins subalternes? Les extraits que je vais vous montrer, c'est le film dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Une jeune fille de 90 ans, et je fais publiquement mes excuses aux auteurs et aux artistes pour avoir un peu caviardé différents extraits. Mais je vous incite vraiment à regarder ce film qui est un long métrage dans sa totalité. On était tous ensemble et Madame Feliciano, elle a fait dans cette culotte. Ah oui, ça sent. Ça va? Bonjour. Vous avez quel âge, Blanche? Oh, je suis vieille. Vous me le dites? Je suis très âgée, mais ça ne se voit pas sur mon visage. Non, ça se voit pas. Donc ça veut dire quel âge? Quel âge? J'ai... Je ne peux pas dire... 80 et quelques. 80 et quelques. Ça veut dire quoi? 81, 2, 3, 8 4, 5. 4, 5e. Oui, D'accord. c'est vieux. D'ailleurs, mes parents n'existent plus. Tu es français? Oui, oui. Mon papa est vietnamien et ma maman est française. Oh oui, Voilà. Mais je suis né en France. oui. Vous êtes né en France, vous aussi? Moi, je suis... Oh. Je sais même pas ce que c'est. Vous avez raison. On est de partout, hein. On met de la musique? Je mets de la musique? Oui, on essaye. Vous êtes souple. Je suis souple? Oui. Et vous aussi. Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
blanche. Hein. On recommence. Vous pouvez lui dire on recommence. Et puis on recommence. Qu'est-ce que c'était comme 7. Entschuldigung. Alors attends. Nuestros de amor y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hicieron vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. On a fait des choses plus difficiles Que on a fait des choses plus difficiles que hier. Ouais. Ça, c'est vrai. On a fait des équilibres sur un pied, tous les deux. Vous m'avez soutenu, vous m'avez Ouais. soulevé. Oh. Je vous ai porté. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait peur? Ça me fait peur un peu parce Un que peu je suis quand même un peu plein de chair. Oui. Ben oui. Mais vous avez confiance? Ah, j'ai confiance en vous de faire ça comme ça. Ouais. Voilà, donc danseur dans un EHPAD. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'il a fallu avant que Thierry Tuonyang arrive à danser avec cette jeune fille de 90 ans? Les négociations, le temps passé avec les administrations, les malentendus peut-être, avant qu'il ne puisse non seulement entrer dans cette EHPAD, mais y danser et encore y venir avec une équipe de tournage. Et surtout,
Qu'est-ce qu'il a fallu pour que tout ça ait lieu sans que cela ne fasse violence ni aux habitants usagers, ni aux habitants travailleurs, les salariés, les professionnels qui travaillent dans l'établissement, ni au danseur lui-même. Dans ce beau film, qui est vraiment à regarder intégralement, on peut voir plusieurs choses. D'abord, les multiples façons par lesquelles Thierry se met, on pourrait dire, à hauteur des personnes à qui il s'adresse. Le travail de l'écoute, de la disponibilité, qui est le premier moteur des actions du danseur et qui est bien loin, très loin, de toute mise en action d'un projet artistique qu'il s'agirait de réaliser. Ensuite, néanmoins, la sortie du quotidien. C'est-à-dire que Thierry Nyang se met à l'écoute, il commence par danser avec la danse qui est disponible, y compris la danse de la conversation, mais il ne s'en contente pas. Il reste attentif à saisir l'extraordinaire disponible. Il ne laisse pas leur danse à tous les deux se faire enfermer dans les seuls gestes qui seraient disponibles de la jeune fille au quotidien. Il porte, il se fait porter, il se lance, il offre une arabesque parfaite en guise de point d'appui. En tant que danseur, il ne se contente pas donc de ce qui est déjà là et il n'a pas besoin, et ce qui n'a pas besoin de lui pour exister. Donc j'insiste peut-être sur cette double, non pas double contrainte, mais double tentative, hein, de faire avec ce qui est disponible et en même temps de ne pas s'en contenter, de ne pas non plus renoncer à ce que la danse a fait de Thierry Nyang en tant que danseur. On voit aussi dans ce bref extrait comment les catégories atelier de danse et spectacle se confondent. On danse dans un espace collectif qui est un espace commun, l'espace probablement, enfin peut-être du réfectoire. On ne sort pas du quotidien pour danser. Et donc leur duo est à la fois une conversation, une pratique, une activité quotidienne qui n'interrompt pas celle des autres habitants, mais elle est aussi suffisamment extraordinaire pour faire spectacle et transformer les autres habitants en spectateurs s'ils le désirent. Donc une des choses vraiment sur laquelle il faut insister dans ces projets artistiques en établissement de soins, c'est que contrairement à l'exigence de catégorisation, et je ne m'y arrêterai pas aujourd'hui, mais il faudrait quand même rappeler que dans les politiques culturelles qui financent ce type de projet, il est, en tout cas en Île-de-France, inscrit de façon très insistante qu'un projet artistique n'est pas un projet thérapeutique et que les projets à visée thérapeutique ne sauraient être financés par des crédits venant de la culture, laissant à penser que quand on entre dans ce genre d'espace, et quand on engage des actions artistiques dans de tels contextes, il est possible de cloisonner et catégoriser de façon étanche nos actions en actions ou bien artistiques ou bien thérapeutiques ou éducatives ou autres. Voilà, mais on peut aussi faire un spectacle. Et je voudrais maintenant, si je la retrouve, vous montrer. Alors peut-être je fais une petite parenthèse pour dire que c'est évidemment le film de Thierry Nyang, c'est assez rare qu'on ait des documents pareils parce qu'il est évidemment vraiment pas simple de filmer et encore moins de diffuser des images de ces pratiques en institution. Alors, je vais prendre le temps de retrouver une série disparue.
Excusez-moi. Le projet dont je vais vous montrer là des images beaucoup moins de bonne forme. Je fais ce que je veux avec mes doigts. S'appelle Sensationnel. C'est un projet qu'on a créé au départ il y a de ça plus de 10 ans, je crois, plutôt à l'adresse des médiateurs culturels, dans l'idée des relations publiques des théâtres, donc qui s'adressait vraiment à des gens du milieu de la culture, et qui a trouvé un espace de développement assez inattendu en EHPAD. Donc ça s'appelle Sensationnel. Et le principe est qu'il y a un danseur ou une danseuse qui improvise, et il n'y a pas plus de 5 spectateurs. Bon, là, il y en a plus que 5, mais normalement, il n'y en a pas plus que 5. Et chaque spectateur est accompagné par un autre danseur qui l'accompagne par le toucher. J'espère que vous allez bien. Donc, Snake qui va jamais avancer, des choses comme ça. Super. Vous avez un endroit de votre corps où vous n'avez pas envie d'être touché. Comment on met le pouce sur vos D'accord, c'est juste au niveau des choses. Mais sinon, vous n'avez pas un endroit où vous me dites non, j'aime pas trop être touché. D'accord. Parce que je ne pousse pas. Dans la fenêtre. On commence à 11h, on va pas d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt pour commencer? Oui, c'est ça. Je suis un peu proche aussi. Oui, bon, c'est les naïfs qui commencent. Ça va? Ça va? Ça va aller. On va pas vous voir de la matinée, ouais. C'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'en sécher. Voilà, c'est pas si simple que ça. Hein. On n'est pas souple comme la dame. Dans Sensationnel aussi, on pourrait dire qu'il y a une dimension de spectacle, mais aussi une dimension de être avec. Et vous l'avez vu, je pense, là,
comment il s'agit de désacraliser l'idée même de situations spectaculaires pour que les personnes assises là puissent à la fois profiter de ce qu'il y a à voir tout en profitant de ce qu'il y a à sentir, puisque c'est l'enjeu central de cette performance. Donc, que faisons-nous dans ces espaces institutionnels ? Que pourrait-on en dire ou que faut-il faire ? Je ne vais évidemment pas essayer de définir ce qu'il faut faire dans ces espaces, mais peut-être dire ou redire ce que, avec Julie et le groupe Julie Nioche et l'association M, ce que nous en sommes venus à considérer comme le cœur de nos pratiques dans ces projets. Tout d'abord, ce dont il s'agit, nous semble-t-il, même s'il est souvent question de corps ou de gestes et de sensations, il s'agit d'abord de prendre soin des situations et, à travers les situations, des imaginaires. Donc, ce dont il s'agit, c'est d'explorer le sensible, d'explorer les territoires infinis de la sensation, l'envol de l'imaginaire, les pratiques de toucher. Mais c'est parce que précisément, à partir de ces explorations, ce qu'on essaye, c'est d'éveiller et surtout de partager, quelles que soient nos diversités motrices, cognitives ou psychiques, c'est qu'il n'y a pas de vie sans expérience perceptive. Et nous voulons y croire, nous voulons croire qu'il n'y a pas de vie sans imaginaire et sans rêverie, si différents soyons-nous les uns des autres. Il s'agit donc, à partir de ces pratiques, essentiellement de traquer et d'offrir un espace à la rêverie, au souvenir, à la fiction. Même si, évidemment, l'aventure que vit chacun dans ces différents projets demeure un profond mystère. Peut-être on peut s'arrêter sur cette image, celle-ci ou une autre, et à nouveau fermer les yeux et essayer de se demander si on peut imaginer, sentir ce que sent cet enfant et ce que sent à ses côtés l'adulte qui est contre lui ou contre elle. Est-ce qu'on peut imaginer le support sur lequel ils reposent tous les deux ? Le poids de la main et de l'avant-bras de l'adulte sur le tronc, sur le petit tronc de l'enfant ? Est-ce qu'on peut imaginer ce que voit l'enfant ? Est-ce qu'on peut imaginer comment l'un et l'autre ressentent et jouent avec le poids léger et les textures granuleuses de ces éponges ? Est-ce qu'on peut imaginer
ce que le danseur adulte et le danseur enfant sont en train de faire et d'imaginer tous les deux. Ah, il veut plus. C'est donc de ça qu'il s'agit, me semble-t-il, créer des situations où il y a de la sensation, il y a du jeu, il y a de la différence. Ici, ce qu'on a vu, ce sont surtout des danses. Un danseur, adulte, professionnel, dansant avec plusieurs enfants. Mais d'autres ateliers ont été proposés aux adultes travaillant dans cette structure pour qu'ils aient aussi eux-mêmes un temps ouvert et consacré à leur propre imaginaire, à leurs propres sensations. Et que finalement, peu importe de savoir si ça fera spectacle. Et peu importe ce que les enfants, dits relevant de spectres autistiques divers, pour parler cette langue si poétique de l'institution. Ce qui nous importe donc, c'est de rêver ensemble et de rêver peut-être que ces enfants rêvent aussi. Nous apportons des dizaines d'éponges dans l'atelier. Elles nous intéressent à la fois pour leur pouvoir tactile. On peut les presser, on peut les frotter, on peut se frotter avec, on peut se masser, on peut toucher l'espace ou les autres. Mais aussi leur sécurité, les enfants peuvent les lancer, les faire tomber sans aucun danger. Leur caractère quotidien, ce sont des éponges très ordinaires, et leur couleur. Avant même de commencer, nous confions à ces éponges une puissance poétique. Nous sommes confiantes dans leur puissance de transformation, tout en n'ayant aucune idée de ce que les enfants en feront. Les éponges peuvent être pressées, on explore les sensations sur la peau, la délicatesse du geste de soi ou de l'autre, de l'enfant, des soignants, et ses effets sur nos sensations. Nul ne sait ce que chacun ou chacune ressent, mais nous savons tous qu'il y a du sentir. Un enfant reste complètement immobile, allongé. Il ne semble pas participer. Nous commençons à le recouvrir avec les éponges. Les autres rejoignent l'action. Toutes les éponges le recouvrent. Il se secoue brusquement, faisant voler la construction en éclats. Il a bougé, participé, et d'autres se feront recouvrir à leur tour. Donc, qui peut dire si ces projets, si ces ateliers, si ces danses en commun avec les enfants, avec les professionnels qui travaillent dans la structure, avec les danseurs, qui peut dire si ce sont des projets artistiques, éducatifs ou thérapeutiques? Le dernier point sur lequel je voudrais maintenant m'arrêter pour peut-être conclure j'ai parlé de prendre soin de la situation et de prendre soin des imaginaires. Et j'espère qu'à travers ces quelques exemples, ces quelques images, vous aurez suffisamment pu sentir ou imaginer à quel point ce soin de l'imaginaire commence par peut-être une fiction qui est que, d'une certaine façon, nous sommes à même hauteur. C'est-à-dire, évidemment, nous sommes différents. Évidemment, les danseurs professionnels qui interviennent auprès de ces enfants ne sont pas pareils, ne sont pas les mêmes que ces enfants.
Ils ont des choses à apporter qui seraient difficilement inventées par les professionnels qui travaillent en permanence dans la structure. Mais d'une certaine façon, pour y aller, il faut croire que les enfants peuvent créer, peuvent imaginer et peuvent danser. Et c'est la même chose avec, dans le duo de Thierry Nyang avec la jeune fille de 90 ans. Il faut qu'il croie, il faut qu'il sache, il faut qu'il ait confiance dans le fait qu'elle peut danser autant que lui, même si leurs équilibres n'ont pas la même stabilité à l'un et à l'autre. Donc c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de danser avec la situation. C'est-à-dire c'est vraiment prendre en compte l'ensemble des milieux dans lesquels il s'agit de danser ou de créer. Et pour finir, je voudrais revenir au premier film que j'ai commencé à montrer tout à l'heure, le film de Marina Ledrin, s'il veut bien redémarrer. Pour donner une autre illustration de ce que nous entendons par danser avec la situation. Ça va, je prends des Terralène, j'arrive à Lomia, il y a des fois, même si je travaille, quand je viens, les soirs, je ne prends pas les Terralène, je suis complètement Lomia. Oui, mais avant, c'était plus difficile pour moi. J'ai pas eu l'envie de vivre. J'ai pas envie de vivre, mais c'est Patrick qui m'a soigné, il m'a donné des médicaments, et comme ça, je suis calmé un peu, donc j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à dormir, j'arrive pas à penser des mauvaises pensées, je pense normalement comme tout le monde est malade, moi aussi je suis malade, mais après ça, maintenant je suis guéri. En France, on peut guérir, à l'île Maurice, on peut pas, parce que ça coûte beaucoup, même pour en France, ça coûte beaucoup. Donc je me dis, est-ce que je suis morte? Est-ce que je m'en suis pas rendu compte? Est-ce que c'est pour ça que je vois tout ça? Est-ce que... Je disais souvent ça, je demandais à ma mère, je suis morte? En créole, elle me disait, ou j'ai un mort qu'à parler, ça veut dire, est-ce que tu as déjà vu des morts parler? Il y en a que vous ne connaissez pas? Des médicaments que vous ne connaissez pas? Il y en a qu'on connaît aussi, le tertium. Oui, j'ai pris du tertium. Moi aussi. Oui, j'ai mis tertium. Et que c'est fort, là. Ah ouais? Ah bah c'est sédation. Je savais même pas à quoi ça servait, tu vois. Effectivement. Donc si on dit... Ça, oui. Mais ouais, ça... Le tertium, ça... C'est puissant comme Ça calme médicament. bien. Ah, c'est puissant. Ah ouais. Regarde. On aurait dit que le visage, il y a Comme une vitre. comme une vitre. C'est ça? C'est ça. C'est comme si son visage C'était était collé. écrasé contre la vitre. Ah, d'accord. Elle joue mal la dépression. Ouais, ils ont mal casté là. Hein. Elle a failli les yeux dans le vide. Elle a envie de sourire, mais elle sourit pas. J'ai une question à te poser carrément. Les expressions du visage, là, elles sont parlantes pour toi? Petite crispation là. Ouais. Mais enfin, vraiment, je suis pas. Quand Le refus. si c'était pas écrit, je me serais pas dit joie. D'accord. Refus, moi, je mettrais plutôt malice. Moi, l'affirmation, je mettrais colère. Alors là, moi non plus. Alors l'étonnement, ouais, bon, ok. Sérénité, je vois pas non plus. D'accord, donc si vous me rassurez. Non, là, curiosité, même, bon, si, peut-être un peu par le regard, mais non, rassure-toi, là, je crois que c'est pas très parlant. c'est parlant pour L'idée est personne. bonne, mais c'est vrai que les médicaments, si on continue de les prendre, c'est pas pour rien, c'est que ça permet quand même d'aller mieux et de sourire et de pas penser à... Oui, de se projeter un peu plus loin, mais parce que les positions, il y a certaines positions,
Ou comme ça, en train de se prendre la tête. Moi, j'étais comme ça, mais des journées entières. Sans... Voilà, pardon pour cette coupure pas très à droite, pas très heureuse. Mais voilà, pour conclure, j'avais envie de montrer ces images hein, qui me semblent vraiment incarner une des façons de prendre soin de la situation. C'est-à-dire prendre, ici ce sont des personnes usagères de la psychiatrie, dont certaines sont hospitalisées, d'autres l'ont été ou le sont périodiquement. Et donc je voudrais juste insister sur le travail qui est en jeu ici et qui est un long projet au long terme. Et la question de la durée est vraiment aussi une question problématique sur les projets qui ont des temps mesurés. On rentre dans ces établissements et puis on s'en va. Et qu'est-ce qu'on leur laisse, qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on a construit. Et là, au contraire, il s'agit d'un projet au très long terme, dont ce film qui s'appelle Corée, est une étape, un témoignage et une étape. Et dire que ce dont il est question, c'est non pas d'ignorer ni la maladie ni la situation, mais bien de conduire ensemble ce qu'on appelle à la fois une recherche, notamment une recherche sur les traitements et les médicaments, et aussi une création ensemble, c'était une co-création, dans la mesure où il s'agit bien non pas de faire thérapie, mais d'ouvrir la possibilité de la création à l'intérieur même de la situation thérapeutique. Voilà, donc j'avais envie peut-être de conclure sur ce débat artistique thérapeutique, qui est un débat, me semble-t-il, très problématique, avec lesquels beaucoup d'artistes et beaucoup de soignants sont vraiment coincés. Et il me semble qu'avec cet exemple-là, mais avec bien d'autres pour lesquels on a moins d'images, il me semble qu'on a là un exemple de comment cette opposition et cette catégorisation peut être complètement détournée ou en tout cas désamorcée. Voilà, et je m'arrêterai là pour cette présentation. Merci de votre écoute. Oui, est-ce qu'on m'entend mieux? Oui. Oui. Donc je ne sais plus à quel moment on m'a perdu, mais je ne voudrais pas répéter tout parce que déjà qu'on n'a pas le temps. Juste, donc, d'un point de vue assez concret et pratique pour des futurs artistes ou des artistes pédagogues, futurs pédagogues, ce niveau-là. Voilà, on a vu donc comment tu mettais en place des outils et comment ces outils aux différents publics avec lesquels tu travailles. On a vu que c'était beaucoup dans la sensation, dans quelque chose qui en lien avec ce que tu as. Nouveau qu'on entend beaucoup maintenant, mais donc la question, je me demande un petit peu, mais c'est voilà, une fois que vous avez ces projets-là, comment ça se met en place concrètement en fait? Tu parlais de plusieurs dispositifs possibles comme Culture et Santé et tu en citais beaucoup d'autres.
c'est avec les partenaires avec qui on va travailler, que ce soit les EHPAD ou les associations, etc., qui est un travail de longue haleine, j'imagine, avant que ça puisse pouvoir se faire. Alors, pour le coup, je suis vraiment pas spécialiste de cette question, donc je vais répondre très brièvement et de façon très sommaire. C'est d'abord, je crois que dans toutes les régions, il y a des antennes culture et santé ou culture et handicap. Il y a un appel actuellement pour la région Occitanie que je viens de recevoir là qui est ouvert jusqu'au 30 mars. Mais je dirais que pour des gens qui veulent commencer, j'aurais envie de dire 3 choses. L'une, c'est ne commencez pas tout seul, commencez par aller accompagner des projets avec des artistes qui ont de l'expérience. Ne commencez pas non plus à démarcher des établissements qui n'ont aucune expérience, parce que en fait, c'est extrêmement difficile de soi-même pouvoir former une équipe et un établissement à tout ce que ça signifie d'accueillir un projet artistique. Donc vraiment commencer par travailler avec des établissements qui ont déjà de la pratique et qui ont déjà en fait une idée de ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Et donc, 3e point, je dirais, commencer par passer par les structures culturelles, parce que en fait, il y a beaucoup plus de projets qui arrivent à se réaliser par les structures culturelles qui ont leurs partenaires, qui ont ce qui est problématique évidemment, parce que ça veut dire c'est une toute petite minorité d'établissements, en fait, notamment dans le médico-social, où il y a des milliers d'établissements. C'est une toute petite minorité dans lesquelles on peut entrer via les établissements culturels, mais s'il s'agit de commencer, avant de partir, défricher des zones qui n'ont aucune expérience, je crois vraiment qu'il faut passer par les établissements, par les structures culturelles et par accompagner des artistes expérimentés. Je pense que c'est essentiel. C'est un très bon conseil, effectivement. À l'observer ou accompagner, voir comment les projets se mettent en place. Mais effectivement, il y a aussi la question d'équité. Il y a des territoires positions qui s'y passent et c'est peut-être aussi ce souci d'équité où tout est concentré un petit peu dans le centre-ville, souvent, et que dans le rural, il y a moins de choses. Je pense en Occitanie, souvent, on entend ça. Donc il y a beaucoup quand même de choses à défricher, mais c'est vrai que si on veut se lancer dans ça, il faut savoir où est la place du thérapeutique et de l'artistique, où est la place de chacun, etc. Projet artistique qu'on veut mettre en place, que de rentrer dans ce milieu qui est très spécifique. Avant de rentrer dans un milieu, je pense qu'il faut rentrer dans un établissement et avant de vouloir y faire un projet, et ça je parle d'expérience pour avoir beaucoup cherché des établissements pour accueillir des projets d'étudiants stagiaires. Donc ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que il faut au contraire pouvoir rentrer dans les établissements, passer du temps. On le voit très, très brièvement dans le film avec Thierry Niang. Il passe du temps, il parle avec les gens, il passe du temps, il passe du temps, il est avec. Et c'est de là qu'émerge quelque chose. Et je pense vraiment qu'il y a un très beau projet aussi qui s'appelle En bonne compagnie, qui a été conduit par Barbara Manzetti il y a très longtemps, dans un, c'était pas un EHPAD, je pense que c'était des appartements gérontologiques autour d'Aubervilliers. Et en fait, l'essentiel de son projet était de passer du temps dans ces appartements, de passer du temps avec les personnes. Donc d'une certaine façon, de se tenir mutuellement compagnie. Et je pense que ce geste d'être avec avant de faire quelque chose est vraiment le geste premier, d'écouter, d'observer, d'être là, de se fondre dans le milieu. La question des politiques culturelles est vraiment une autre question sur un autre niveau. Et je pense que ce qui est compliqué pour les jeunes artistes, pas seulement pour les jeunes d'ailleurs,
c'est de pouvoir à la fois conduire des projets qui ont du sens pour eux dans un établissement en fonction de qui ils sont comme artistes et de ce qu'ils rêvent ou de ce qu'ils aimeraient pouvoir faire dans un établissement, et de le faire en même temps tout en répondant aux critères aujourd'hui très surdéterminés qui sont définis par les politiques et les dispositifs culture et santé dont il faut aussi rappeler que ce sont des dispositifs dont on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont innovants parce qu'ils existent depuis longtemps, même s'ils se sont ouverts depuis pas si longtemps que ça, notamment aux établissements du médico-social qui n'étaient pas accessibles à ces projets-là jusqu'à il y a quelques années. Mais que c'est quand même, ce sont des cofinancements entre les ARS, donc les agences régionales de la santé, et les DRAC, donc les antennes culture du ministère en région, et que donc ce sont des dispositifs qui pensent décloisonnement entre artistique et travail de santé, de social ou éducatif. Donc à ce titre, c'est quand même un geste institutionnel vraiment remarquable et rare, puisqu'effectivement, il s'agit bien de penser ces projets ensemble, même si aujourd'hui, ils sont extrêmement... le champ du médico-social est tellement quadrillé et réglementé aussi bien par des réglementations sanitaires, sociales, politiques multiples, que c'est ça aussi la complexité. C'est qu'on n'en a pas l'habitude dans le champ de la culture et de l'art. Merci Isabelle. Et peut-être avant et aussi la somatique, parce que dans la danse, de la danse avec les publics, pas que le public fragile, il y a aussi, ça prend de la place parce que ça repense aussi le relationnel avec les habitants. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser un petit peu d'où ça vient et comment on arrive à ces situations? Oui, alors c'est des grosses questions, hein. Alors peut-être pour commencer avec les somatiques, parce qu'effectivement c'est un outil en fait de travail essentiel pour danser en institution et avec des danseurs non virtuoses, amateurs, voire handicapés de différentes façons, ou disons fragiles. Donc les pratiques somatiques sont des pratiques qui ne sont pas des pratiques de danse, mais que les danseurs, qui sont des ressources très importantes pour les danseurs depuis longtemps. Depuis, en gros, c'est l'histoire des pratiques somatiques court tout au long du XXe siècle, depuis le début du XXe siècle, et à peu près en parallèle et en bonne entente avec le développement de la danse moderne. Alors pourquoi les pratiques somatiques c'est important pour travailler dans ces espaces-là? C'est que donc ce ne sont pas des pratiques artistiques, mais ce sont des outils. Donc quand elles sont appropriées par les danseurs, ça répond à la situation. C'est-à-dire que d'une part, ce sont des pratiques qui sont dans leur construction adressées à tous les corps, donc qui ne posent pas de problème de ça c'est trop difficile ou ça je ne pourrais pas le faire avec ces publics-là. Qui sont fondées sur une sorte de, j'appelle ça une alphabétisation, enfin qui sont une forme d'érudition de la sensation. Donc il s'agit vraiment de devenir plus savant en perception et en sensation. Et donc ça c'est quelque chose qui est accessible à tous et qui aussi repose sur des modèles de pédagogie qui sont proches de la pédagogie de l'atelier dans l'histoire de la danse moderne et contemporaine, et donc qui dépendent de modes d'induction, de guidage des pratiques qui ne passent pas par l'imitation d'un modèle, ou très peu. Donc c'est important parce que du coup, ce sont des outils qui permettent d'arriver avec des propositions où à aucun moment on ne va être contraint de passer par ce qui domine terriblement dans ces établissements, à savoir un résultat qu'il faut atteindre et que les résidents ou les participants vont plus ou moins rater plus ou moins gravement, hein. Donc ça permet vraiment de sortir
de la réalisation impossible d'un modèle. Voilà. Et donc voilà, ce sont des outils, et quand je parle de ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des danseurs, beaucoup sont formés à une technique ou une autre, en plus d'être danseurs, mais même quand ils ne le sont pas, ils puisent dans ces ressources qu'ils connaissent, qui sont complètement, qui font partie des pratiques des danseurs aussi, et donc ce sont vraiment des outils très adaptés à ce genre de contexte. Voilà, la question du care, c'est une question, toute autre question. Donc d'abord, comme tu le disais, Petso, on en parle beaucoup, ça revient. Mais je voudrais d'abord insister sur le fait que le terme de care a été absolument approprié et détourné par les politiques, notamment, je ne citerai pas de nom, mais quand même certains candidats et candidates socialistes d'une certaine époque. Donc la question du care, c'est un courant d'études et de pensée qui est très lié à l'histoire des féminismes et qui vient des États-Unis, mais qui donc il y a plusieurs théoriciennes du care, hein, puis ça aujourd'hui la façon dont c'est réapproprié en France est encore assez différente, mais en gros pour faire simplement, c'est observer d'abord que tout un champ du travail féminin, c'est-à-dire du travail traditionnellement et massivement assigné aux femmes, est défini comme étant naturellement féminin en quelque sorte, que ce travail est invisible et qu'il n'est jamais ni quantifié, ni pris en compte, ni rendu visible. Et donc, il y a des descriptions successives. Donc, on a d'abord évidemment parlé du travail domestique, du travail au foyer. Et puis après, il a bien fallu se rendre compte, et c'est une des choses que fait Pascal Molinier, que je citais dans cette conférence, que la question du care, aujourd'hui, fait aussi l'objet de professionnalisation. C'est-à-dire que tous ces métiers de soins, de garde d'enfants, de garde à domicile, d'aide-soignants, etc., sont en fait une professionnalisation de fonctions qui traditionnellement étaient assignées aux femmes, qui ensuite ont été assignées aux femmes et aux populations considérées comme subalternes, c'est-à-dire les populations colonisées ou ex-colonisées, et que donc c'est ce qui est très bien décrit dans l'idée de l'indifférence blanche, hein, c'est-à-dire que le travail dit féminin est aujourd'hui aussi le travail des non-blancs dans nos pays. Et donc, il y a une critique évidemment très complexe et dans laquelle il y a différentes analyses et différents courants qui essayent de penser qu'est-ce que c'est que ce travail du care, dont on dit qu'il est donc du soin, hein, du prendre soin, dont on dit qu'il est naturellement celui des femmes, qui est aussi devenu naturellement celui des populations subalternes, c'est-à-dire massivement migrantes. Et de fait, c'est ce qu'on voit hein, quand on rentre aujourd'hui dans les EHPAD, particulièrement en région parisienne. Je ne sais pas comment c'est ici. C'est-à-dire que la plupart des personnels d'entretien, des personnels soignants sont massivement des femmes et massivement des femmes non blanches. Voilà. Donc la pensée du care, elle revendique non pas, elle revendique la valeur politique et économique de ce travail, à la fois invisible et non rémunéré. Alors peut-être une dernière question et on s'arrête parce que c'est une question en direct sur le chat. Alors je vais la lire parce que je le sens de la question, je vais la lire telle quelle. Donc bonjour, savez-vous s'il y a une formation médico-sociale nécessaire afin de démarcher auprès d'artistes ou de structures et de pouvoir créer, partager un temps commun? Donc j'imagine que la question c'est est-ce que là c'est du point de vue du personnel médical, j'imagine. Est-ce qu'on doit être formé pour pouvoir mettre en place des choses? Enfin, il y a un niveau réglementaire à cette question et puis il y a un niveau de compétence. Donc le niveau réglementaire, c'est que pour être recruté dans un établissement,
médical ou médico-social, etc., la plupart des emplois sont des emplois fléchés et réglementés avec un certain type de diplôme. Donc il y a des emplois d'aide-soignant, des emplois d'éducateur, etc. Pour ça, il faut effectivement avoir le diplôme et donc avoir fait la formation qui prépare à ce diplôme. Maintenant, en tant qu'artiste, on peut être amené à intervenir dans ces établissements. Du coup, la plupart du temps, c'est sous forme d'intervention. Soit on est au sein d'une compagnie qui bénéficie des dispositifs culture et santé, etc. Soit on est invité à intervenir en tant qu'animateur. Donc les statuts d'animateur dans la plupart de ces établissements sont des statuts, enfin sont un petit peu l'endroit où on peut faire intervenir des gens. Et ça, donc, c'est la question réglementaire ou statutaire. Après, il y a la question de comment se former pour intervenir. Alors moi, c'est une question vraiment très complexe. Je dirais quand même que même si le diplôme d'art thérapeute ou de danse thérapeute n'est pas officiellement un métier réglementé, dans beaucoup d'établissements, ça rassure d'embaucher quelqu'un qui a un diplôme d'art thérapie. Et donc, mais alors si on est embauché comme art thérapeute, il ne faut surtout pas prétendre au dispositif de financement de culture et santé, puisque dans art thérapeute, il y a surtout thérapeute. Et puis après, je dirais qu'en tant que danseur, on a besoin de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a d'abord besoin de reconnaître quelles sont les compétences qu'on a, les connaissances qu'on a, les savoir-faire qu'on a, et qui sont des compétences pour intervenir dans ces lieux-là. Il y a quand même des formations courtes, il y a pas mal de pôles culture et santé dans les régions qui proposent des formations courtes d'un jour ou deux pour, disons, déblayer un peu le terrain des questions importantes auxquelles il faut penser. Mais c'est là, je dirais, donc malheureusement, moi j'ai dirigé pendant 10 ans un diplôme qui essayait de faire ça, mais qui a été clôturé il y a quelques années déjà. Mais en attendant que d'autres formations émergent, c'est là où je dirais vraiment il faut une façon de se former, c'est d'accompagner des danseurs expérimentés, de les accompagner, de leur proposer de les assister, voilà, parce que d'une certaine façon, ça fait gagner un temps fou par rapport à tout découvrir par soi-même, se prendre les portes, rencontrer toutes les difficultés auxquelles on n'avait pas pensé, comme on va faire l'atelier dans un réfectoire, c'est après le goûter, mais est-ce que ça veut dire qu'on va être par terre sur un sol qui n'a pas été nettoyé, etc. Toutes ces questions-là, elles s'apprennent vraiment sur le tas. Et le mieux pour ça, il y a beaucoup de danseurs qui sont très expérimentés. À M, par exemple, y compris ici, il y a des danseurs qui interviennent régulièrement. Et voilà, en attendant des formations plus structurées, ou les formations d'art-thérapie qui existent et qui sont, qui sont des formations d'art-thérapie, vraiment trouver des danseurs qui ont ces pratiques et qui veulent bien, qui sont souvent contents d'avoir un binôme, parce que souvent on n'est pas trop de deux pour intervenir dans ces contextes compliqués. Voilà, ça peut être une bonne façon de se former. C'est comment acquérir de la légitimité en tant que danseuse sans avoir de formation de pratique somatique à proprement parler. Donc c'est ça, c'est contacter des gens qui ont déjà mis en place ce genre de choses, faire un stage d'observation avec eux, et comment se mettre en lien avec eux. Je pense contacter peut-être Culture et Santé, les projets passés, etc. Vous allez Alors, je dirais que paradoxalement, c'est plus facile d'avoir une légitimité en tant que danseuse dans ces établissements qu'en tant que praticienne somatique. Les pratiques somatiques en tant que telles ont vraiment un statut compliqué, et dans mon expérience, c'était toujours très difficile, ce statut alternatif, à moitié thérapeutique, mais pas franchement artistique, etc. Ouais, c'est Donc être danseur donne une légitimité, on est invité en tant qu'artiste. Après, il y a la question de avec quelle technique, en tant que danseuse, je peux travailler avec des publics si différents de ceux que j'ai connus dans les studios de danse. Et là, je dirais que tout dépend de la formation qu'on a et des pratiques qu'on a, mais
je dirais que les danseurs qui pratiquent l'improvisation, le contact improvisation, les pratiques somatiques, etc., qui en ont l'expérience, même s'ils n'ont pas de diplôme, sont souvent mieux outillés que ceux qui ont une formation très formelle de type danse classique ou danse virtuose, disons. Voilà. Donc, et c'est là où peut-être que pour aller intervenir, diriger des ateliers, ce qui est encore autre chose que par exemple faire des spectacles en EHPAD, parce que ça c'est aussi une possibilité, spectacle en chambre. Pardon, du coup j'ai perdu mon fil. Les ressources techniques se situent vraiment du côté de l'atelier, de l'improvisation, aussi des choses qu'on fait dans la préparation ODE plutôt pour les enfants en initiation, en sensibilisation, c'est-à-dire voilà, en gros tout ce qui ne dépend pas de la reproduction d'un modèle, qui forcément va mettre, qu'on s'adresse à des amateurs ou à des gens fragiles, qui va forcément les mettre en difficulté. sur cette même chaîne YouTube de l'ISDAT. Et encore une fois, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Peut-être, je vous rappelle juste très rapidement, la prochaine rencontre dans le même format en live, ce sera la dernière conférence de l'année, lundi 22 mars, donc lundi prochain. Et ça portera sur danser un espace de liberté et de création dans le milieu carcéral. À 16h aussi, donc en espérant cette fois-ci commencer à l'heure et ne pas trop déborder. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci à tous, au revoir.